Et donc, suivez bien. Lorsque on veut un tableau, il faudrait d'abord qu'on puisse créer une variable. On peut l'initialiser par soit array ou bien crochet vide. Voilà. Là, on a un tableau. Maintenant, ensuite, on a dit un tableau de n nombre premier. Donc, première des choses, c'est de faire quoi? Le nombre de cellules. Si on dit un tableau de n nombre premier, le n là, c'est un inconnu. C'est-à-dire que tu ne sais pas combien d'informations doivent se trouver dans le tableau. La première des choses, c'est d'abord de saisir le n. Maintenant, ici, comme pour le moment, on ne saisit pas, on va générer le nombre. Et tout à l'heure, avant de finir les cours, on va être en mesure de saisir. Mais d'abord, on va d'abord générer le nombre de valeurs. Et non, en langage C, que ce soit dans les autres langages de programmation, quand on parle de nombre de valeurs, impérativement, il faut faire un contrôle. On est bien d'accord? Bon, ici, si j'utilise rang et que je dis de 1 jusqu'à, je n'ai pas besoin de contrôler. Mais je ne vais pas utiliser un rang avec minimum 1, ainsi de suite. Je vais faire ça. Par exemple, si je crée une variable $n, comme ça, je mets un rang, je vais mettre par exemple de moins 10 à 10. On est bien d'accord? Pour qu'il puisse saisir ou bien générer des négatifs ou bien des nuls, ainsi de suite. Tu vois, c'est-à-dire comme si on demandait de saisir, quoi. Normalement, en langage C, si vous demandez de saisir, une personne peut saisir un chiffre négatif, il peut saisir 0. Maintenant, si on demande le nombre de valeurs, il faut faire le contrôle du nombre de valeurs. Le nombre de valeurs doit forcément être positif. Je ne peux pas dire je veux un tableau de moins 2 valeurs. Ou bien je ne peux pas dire je veux un tableau de 0 valeur. Est-ce que vous voyez? Donc, le nombre de valeurs, impérativement, il faut faire le contrôle. Et on doit faire en sorte que ça soit strictement positif. Donc, on n'accepte pas les valeurs négatives, on n'accepte pas les valeurs nulles. C'est bon? Mais également, suivez bien, il y a ce qu'on appelle une portée pour les variables. Si je crée la variable n là, il est fort probable que plus tard, je puisse avoir un souci. Donc, si ça existe uniquement dans le do while, il peut y avoir un problème si je veux l'utiliser en dehors de la boucle do while. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je peux faire comme ça. Je peux créer mes variables comme ça. C'est possible en PHP de créer des variables sans donner des valeurs. C'est-à-dire, je mets juste le nom de la variable, point virgule. Et où est-ce que je saisis à l'intérieur? C'est ici. J'ajoute du moins une information. Mais cette variable-là, elle peut être visible sur cette ligne-là. On est bien d'accord? Mais une variable, les choses que vous allez créer dans les boucles-là, il est fort probable que la portée de la variable se limite dans la chose. C'est-à-dire, par exemple, dans la boucle ou bien dans la structure conditionnelle. Jusque-là, c'est bon. Ok, maintenant, donc, là, j'ai le nombre de valeurs. Une fois qu'on a le nombre de valeurs, il faut remplir le tableau. Pour remplir le tableau, si n est égal à 5, il faut toujours commencer par la première cellule qui est numérotée par, voilà, jusqu'à strictement inférieur à 1. Et ensuite, on dit I++. Jusque-là, c'est bon. Voilà, donc on fait un parcours comme ça. Maintenant, comme on dit un tableau que de nombres premiers, donc chaque nombre qu'on doit ajouter doit être premier. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire une boucle do while qui permet de contrôler la saisie. Sinon, on peut ne pas faire la boucle do while. C'est vrai? On peut ne pas faire la boucle do while pour contrôler la saisie. Bon, je pense que la plupart, du moins si vous avez utilisé do while ici pour contrôler la saisie. Maintenant, si je fais do while, c'est que vous n'aurez pas appris quelque chose. Parce que vous savez déjà comment contrôler. Je vais le faire, mais sans utiliser do while. Pour voir est-ce qu'il n'y a pas une autre manière. Maintenant, pour faire cela, je vais créer juste un OK ou bien un CPT ou bien quelque chose comme ça. Je vais mettre CPT. Je vais mettre CPT. Et là, je vais mettre à 0. Les CPT d'habitude, c'est pour compter les diviseurs du nombre. C'est bon? C'est pour compter les diviseurs du nombre. Mais il faudrait d'abord qu'on puisse avoir le nombre. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait d'abord que je puisse dire tab. Je génère d'abord le nombre à cette cellule en cours. Je fais comme ça, rang de 1 par exemple à 20. Donc là, je génère un nombre. C'est bon? Bonjour. Je génère un nombre. Et maintenant, ce nombre-là, je dois faire en sorte que je vérifie si c'est premier ou pas. Maintenant, vous allez faire normalement une boucle J qui va parcourir les diviseurs possibles. Et le diviseur possible du nombre se trouve entre 1 et le nombre lui-même. Le nombre, c'est quoi? C'est $tab de i. Et ensuite, je fais J++. Qui est-ce qui ne comprend pas la boucle J là?
La boucle J, je l'explique, c'est que chaque fois que je génère une valeur dans une cellule, c'est un nombre, n'est-ce pas? Et la boucle J va parcourir les diviseurs de ce nombre. C'est-à-dire qu'il parcourt de 1 jusqu'au nombre, tape de I. Qui est-ce qui n'a pas compris la boucle? Ou bien tout le monde a compris? Vous avez compris la boucle J? Ok, maintenant, donc, normalement, à l'intérieur de cette boucle-là, on va évaluer, on va tester table de I pour voir est-ce que c'est divisible par J. Modulo J est égal à 0. Si oui, ce qu'on fait, c'est quoi? $CPT plus. C'est bon? Maintenant, il ne faut pas rester dans cette boucle de J pour tester la condition si CPT est égal à 2. Il faut d'abord sortir de la boucle. On est bien d'accord? Donc, vous sortez de la boucle qui parcourt les diviseurs. Ça, c'est la boucle. Je mets à l'extérieur. Là, ce que je vais faire, c'est un if et je compare le compteur pour voir est-ce que est égal à 2. Jusque-là, c'est bon. Jusque-là, est-ce que c'est bon? Ok, parfait. Maintenant, comme je n'utilise pas la boucle do while là, ce qui se passe, c'est que si je laisse le programme comme ça, il va faire après une itération sur le i. Parce que lorsqu'on fait i commence à 0, après le prochain i doit passer à 1. On est bien d'accord, le i plus là. Est-ce que tout le monde est d'accord? Maintenant ici, si CPT est égal à 2, on accepte. Mais par contre, si CPT est différent de 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre n'est pas premier. Jusque-là, vous comprenez cette condition, n'est-ce pas? Si CPT est différent de 2, c'est que le nombre n'est pas premier. On est bien d'accord? Ce qu'on va faire, c'est simple. On va dire tout simplement $i moins. Comme ça, lorsqu'il revient, il va revenir sur la même position. C'est-à-dire que lorsqu'il suit bien, ici, je vais faire juste effacer le crochet comme il y a une seule instruction. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Il commence à 0. On remplit, ou du moins, on ajoute quelque chose à l'intérieur de table de 0. Il vaut 0, je dis bien. On saisit par exemple 5. Ou bien on saisit par exemple 6. Voilà, on saisit 6. 6, on sait que ce n'est pas premier. Et lorsqu'on saisit 6, il faut savoir que, regardez bien, il faut savoir que la valeur c'est 6 et puis i est égal à cet instant 0. I est égal à 0. Jusque-là, c'est bon. Pour la première fois, on génère par exemple 6 à la cellule 0. Ce qui va se passer, c'est que il va essayer de vérifier les diviseurs de 6. Mais il verra que le nombre de diviseurs n'est pas égal à 2. Parce que 6, il est divisible par 1, par 2, par 3, par 6. Donc le compteur des diviseurs sera différent de 2. Jusque-là, c'est bon. Maintenant, comme c'est différent de 2, qu'est-ce qui se passe? Si c'est différent de 2, c'est que ce n'est pas un nombre premier. Normalement, il faut ressaisir sur cette même cellule. On est bien d'accord? Et donc, je dis quoi? Si c'est différent de 2, i moins, c'est-à-dire que i qui était 0, il va passer à combien? Il passe à combien? I était 0. I était 0, n'est-ce pas? Si je fais i moins, il passe à combien? Moins 1. D'abord, jusque-là, est-ce que vous suivez? Ça passe à moins 1. Jusque-là, c'est bon. Mais non, ce qui se passe, c'est que lorsque on finit de terminer jusqu'à la fin de ce crochet-là, le troisième paramètre de cette boucle-là se déclenche. Le troisième, il est où? Voilà. Le troisième paramètre de cette boucle-là va se déclencher, c'est-à-dire i++. Prochaine itération. On est bien d'accord? Et donc, c'est-à-dire que lorsqu'il finit, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, il reçoit i+1. Donc, ça dit moins 1 plus 1, ça va nous donner 0 encore. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Donc, il n'avance pas du tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on trouve qu'un nombre n'est pas premier, on descend. Et on sait qu'il va revenir encore sur la position avec le troisième paramètre de i++. Mais lorsqu'on saisit quelque chose et qu'on voit que c'est un nombre premier, on ne va pas descendre le compteur. Et donc, le prochain ou bien la prochaine itération, c'est i+1 automatiquement. Est-ce que tu vois? Et donc, on peut le faire comme ça sans avoir à utiliser la boucle dite do while. Et là, on a bien
nombre premier. Et regardez d'abord, avant de pouvoir afficher, bon, je peux faire juste l'affichage. Hein. Un for $i qui quitte 0, $i inférieur à $n. Mais non, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme ça. Il faut comprendre que lorsque vous avez un problème ou bien quelque chose, une problématique, il y a toujours plusieurs manières que vous pouvez utiliser pour répondre à la problématique. C'est bon? Donc, ne pensez pas que ce que j'ai fait, c'est la seule manière. Votre manière de faire aussi est nice. Alors, je fais écho et ici, je mets $tab de $i point, et là, on avait l'habitude de mettre quoi? Pour séparer E commercial NBSP, point virgule, on va le mettre 2 fois. C'est comme si on faisait les tabulations en langage C. C'est bon? C'est comme si on faisait tabulation. Ok, maintenant on va voir, sauf que je n'ai pas affiché le nombre d'éléments, donc je ne peux pas comprendre. Écho, tableau de pourcentage n et les éléments. Et là, je mets BR. Voilà. Comme il génère le nombre d'éléments, on est bien d'accord? Si on n'affiche pas, on ne saura pas si le tableau normalement doit avoir combien d'éléments. Donc, une fois qu'on a généré pour le moment le nombre d'éléments, on l'affiche. Maintenant, on va essayer. Comme vous saisissez, vous savez déjà. Dès que vous saisissez, vous voyez le nombre d'éléments. On est bien d'accord? Et donc, ici, pour le moment, j'affiche comme ça. Et je reviens sur ce programme. Si j'actualise, voici, il me dit tableau de 2 éléments. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Les 2 éléments qui se trouvent là sont des nombres. On va vérifier. Ici, il manquait une chose, n'est-ce pas? On devait dire I commence à 1, J commence à 1 du moins. J inférieur ou est égal à table de I. J plus plus si $table de I est divisé par J. Alors, CPT plus plus. If CPT est différent de 2, $i moins moins. Voilà. J'actualise. Et là, on a bien que les nombres premiers. C'est bon? Parce qu'il faut parcourir les... Moi, j'ai dit CPT différent de 2, donc ça veut dire qu'il faut parcourir de 1 jusqu'au nombre. Je m'étais limité au nombre moins 1. Si c'est jusqu'au nombre moins 1, on compare à 1. Ok, donc là, tableau de 7 éléments, on voit que les 7 éléments ici ne sont que des nombres premiers. Tableau de 8 éléments, on a 8 nombres premiers. Tableau de 10 éléments, que des nombres premiers. Jusque-là, c'est bon. Donc ça, c'est la première question. C'est bon de remplir un tableau de nombres premiers. Maintenant, la deuxième question, c'est de faire ce qu'on appelle chercher le minimum et le maximum. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça que je n'arrive pas à faire. Ok, maintenant, donc ce qui se passe, c'est que si vous ne savez pas comment on peut faire un bon algorithme qui permet de faire ce qu'on appelle trouver les 2 minimums, ou bien les 3 minimums, ou bien les 2 plus grands, ou bien les 3 plus grands, la chose la plus simple à faire, que tout le monde peut faire, c'est d'abord de trier le tableau. Et si vous triez le tableau, vous savez exactement où trouver les 2 plus petits, exactement où trouver les 2 plus grands. La chose la plus simple. Mais ça, c'est avec les tableaux. Si ce n'est pas un tableau, tu ne peux pas trier. On est bien d'accord? C'est-à-dire que les choses que vous faisiez avant, avec les boucles là, lorsque vous sortez de la boucle, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez plus les valeurs. Vous avez juste la dernière valeur. Mais avec le tableau, si vous sortez de la boucle de saisie, vous avez toutes les valeurs dans le tableau. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement de trier le tableau et vous trouverez les plus petits, vous trouverez les plus grands. La manière la plus simple. Mais non, la question c'est que, est-ce que tu sais comment trier le tableau? Voilà. Donc, comme tu sais comment trier le tableau, ça va être simple. Donc, je vais d'abord faire un écho BR pour faire le retour à la ligne. L'algorithme qui permet de faire le tri, vous savez déjà comment le faire. On est bien d'accord? Sinon, vous pouvez aussi utiliser des fonctions qui permettent de trier. Maintenant, pour le moment, comme on est en train de faire des cours, je ne vais pas à chaque fois vous accepter que vous utilisez les fonctions. Vous devez faire les choses manuellement. On est bien d'accord? Manuellement, vous devez savoir. En fait, quand on utilise une fonction qui permet de faire le tri, derrière, qu'est-ce qu'on fait comme algorithme qui permet de trier? Bon, en tout cas, c'est ça que je privilégie. Donc, je vais faire une boucle qui va trier. Sinon, je peux faire sort à sort, ainsi de suite pour trier, mais je ne veux pas. On va faire ça comme ça.
manuellement I strictement inférieur à $n, $i, plus plus. C'est bon? On va faire ici une boucle de J à l'intérieur. Et la boucle de J, si on veut faire un tri, lorsque I se trouve à une position, J se trouve à la position I plus 1. $J. Et ici, $J. Jusque-là, c'est bon. On fait deux boucles. Et puis après, on fait juste une vérification. Donc, on a fait deux boucles. Hein. Normalement, je pouvais aller jusqu'à inférieur à n-1, mais je peux aller jusqu'à inférieur à n, ce n'est pas aussi un problème. Sauf qu'il y aura une dernière comparaison de trop. Pourtant, il y aura toujours le même résultat. Maintenant ici, I va avancer de 0 jusqu'à strictement inférieur à n. Et J va commencer à I plus 1 jusqu'à strictement inférieur à n également. Et là, on va en fonction du tri. Est-ce que c'est un tri croissant, un tri décroissant? On va savoir ce qui doit être dans la condition. Si on veut faire un tri croissant, ça veut dire que l'indice table de I là, table de I, si c'est un tri croissant, je dis bien, si c'est un tri croissant, si ce qui se trouve au premier indice, si ce qui se trouve au premier indice est plus grand que ce qui se trouve au deuxième indice, là, on permute. C'est-à-dire que si table de I est supérieur à $tab de J, là, on fait la permutation. Et ça, là, c'est pour vérifier et trier du moins dans l'ordre croissant. Si c'est dans l'ordre décroissant, on vérifie si ce qui se trouve dans l'indice de la boucle principale, si c'est inférieur pour le tri décroissant. C'est bon? Mais non, on va juste faire un tri croissant et on fait quoi? Juste une permutation. TMP moins table de I. Ensuite, $tab de I moins $tab de J. Et ensuite, $tab de $J moins $TMP. Et là, j'aurai comme résultat un tableau qui est trié. Jusque-là, c'est bon. J'aurai comme résultat un tableau trié. Et comme j'ai un tableau trié, la question c'était de chercher les deux plus petits. Voilà. Maintenant, je pense qu'on avait peut-être, j'ai même oublié, oui, j'ai même oublié de dire quelque chose. Oui. En fait, il y a une petite chose qu'on peut déjà dire. C'est vrai que j'ai dit le nombre d'éléments. Lorsqu'on parle de tableau, le nombre d'éléments ne peut pas être négatif. On est bien d'accord? Le nombre d'éléments ne peut pas être nul. Mais également, un tableau d'un élément aussi, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Un tableau d'un élément, ça n'a pas de sens. Vous voyez? Donc ici, au lieu de mettre inférieur ou égal à 0, je mets inférieur ou égal à 1. C'est-à-dire tableau, c'est minimum 2 informations. Tableau, minimum 2 informations. Dans la logique des choses, quoi. C'est bon? Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que si je ne contrôle pas ça, en bas, je suis obligé d'abord de faire une vérification. Si je veux trouver les deux minimums, je suis obligé de vérifier est-ce qu'on a au moins 2 éléments. Parce que si on n'a pas 2 éléments, on ne peut pas trouver 2 minimums. On est bien d'accord? Si on a un seul élément, il n'y a que table de 0 qui existe. Donc, il ne faut pas afficher table de 0 et table de 1 parce qu'il n'y a qu'un seul élément. Donc, minimum, un tableau, il faudrait qu'on puisse avoir 2 éléments dans le tableau. On est bien d'accord? Mais non, j'aurais pu laisser 0 là-bas, mais ici, je dis quoi? Je fais une vérification. Si n est supérieur ou égal à 2, alors table de 0, c'est le plus petit et table de 1, c'est le deuxième le plus petit. Bon, non. Parce que table de 1 est plus grand que table de 0. C'est un tri croissant. Oui, le plus petit, c'est le table de 0. Deuxième plus petit. Attends, plus grand. Deuxième plus grand. Le deuxième plus grand doit être plus petit que le plus grand, n'est-ce pas? Si on dit 2 max, on a par exemple 3, 7, 9. Le 9 là, c'est le plus grand des plus grands. Le premier plus grand, quoi. Et puis le 7, c'est le deuxième plus grand. Mais non, si on fait le sens inverse, on a toujours 3, 7, 9 et on veut les deux plus petits. Le vrai plus petit, c'est 3. Et puis le deuxième, ok, d'accord. Le deuxième, le plus petit, c'est 7. Donc c'est ça, table de 0 et table de 1. Alors là, je vais faire tout simplement écho min 1
moi, ici, dollar, dollar, CTRL Z, dollar tab, 2, 0. On est bien d'accord? Je fais ça, espace, mine 2. Ici, ça va être dollar, tab de 1. C'est bon? Ok, maintenant je vais, comme sur la ligne précédente, non, il y avait déjà un retrait à la ligne ici, je n'ai pas besoin de refaire le retrait à la ligne. Alors, j'actualise. Voici, on a combien? On a un tableau de 6 éléments. Un tableau de 6 éléments, et naturellement, il nous trouve les deux plus petits. Le premier plus petit, c'est bien 5, qui est vraiment plus petit que tout. Et ensuite, dans l'hiérarchie, après 5, c'est 7. Est-ce que tu vois? Donc, avec les tableaux, vous pouvez faire ça comme ça. Bon, de toutes les manières, pour le moment, vous avez déjà dépassé ou bien vous êtes déjà sur le chapitre de tableau. Lorsqu'on vous demande une série d'informations, vous allez toujours penser au tableau. On est bien d'accord? Vous ne pouvez pas penser au tableau si vous n'avez pas encore appris le cours du tableau. Mais à partir du moment où vous avez vu que c'est ça en langage C ou bien en PHP, les tableaux, à chaque fois qu'on a saisi des informations, vous allez saisir dans le tableau. Et donc, quand on demande de chercher le plus petit, si vous ne savez pas comment chercher le plus petit, triez le tableau et vous prenez la première cellule. En tout cas, ça dépend aussi de l'ordre. Si je trie dans l'ordre croissant, je prends la première cellule. Si je trie dans l'ordre décroissant, je prends la dernière cellule pour trouver le plus petit. Les deux plus petits, dans l'ordre croissant, c'est table 0 et table 1. Ça nous donne les deux plus petits. Les deux plus grands, table, c'est-à-dire le dernier élément, et puis l'avant-dernier élément. C'est bon? Sinon, tu peux aussi écrire les algorithmes que vous savez faire, oui. Si? Oui. Oui. Si on avait par exemple ici 7 et ici 7. Non. Regarde bien, ici on a 7, ici on a 7. On est bien d'accord? Mais si on a en plus 5, il faut savoir qu'il va prendre un des 7 et puis le 5 là. S'il n'y avait pas 5, c'est possible. On est bien d'accord. Mais même si c'est ça, on peut après peut-être vérifier ce qu'on appelle les doublons, comme tu le dis là. On va essayer de vérifier s'il peut nous générer deux plus. On va essayer de voir. Comme par exemple ce que je voulais dire. Bon, ça c'est bon. 3, 5. Est-ce qu'il peut me donner quelque chose comme ce que nous on est en train de penser là? Voilà. Donc ici, 3 c'est plus petit. Et puis 2. Bon, en fait, je peux comprendre que une personne va dire que les deux plus petits c'est 3, 3. Mais 3, 3 c'est la même chose. On est bien d'accord. Donc normalement c'est 2 et 3 les plus petits. Cependant, si normalement on veut, après on peut chercher de voir si on trouve quelque chose de plus petit, comme par exemple 3, et puis après on trouve quelque chose de ainsi de suite là, on peut toujours le trouver. Bon, non, ce que je dis ce n'est pas ça. 2 est plus petit que 3, n'est-ce pas? Oui, 2 est plus petit que 3. On va essayer de voir lorsqu'il va, comme tu l'as dit là, si les deux plus petites, il les met genre dans. Voilà, c'est ce que je disais là. Voilà. Si on a 5, 5 et 19, naturellement, il va prendre les deux. 5, 5. Est-ce que tu vois? Parce qu'on a 3 éléments et on demande les deux plus petits. Donc forcément, on a un élément qui est 5 et ici on a un élément qui est 5, c'est eux les deux les plus petits. Tu comprends? Voilà, c'est ce que je voulais voir. Parfait. D'autres questions? Est-ce qu'il y avait une autre question concernant l'exercice là? Oui. 5 et puis 19. Il affiche 5 et puis il affiche 19. Ou bien? Hmm.
Il affiche juste 5. Mais en fait, on nous demande deux valeurs. Donc, supposons qu'on affiche la première, le minimum, on affiche 5. Il faut afficher le deuxième minimum ici aussi. Maintenant, dans ce cas, le deuxième minimum, ça doit être quoi? 19. Ça, c'est pas un problème. Maintenant, d'abord ça. C'est ça ce qu'on a demandé d'abord. On est bien d'accord? D'afficher 5, 5. Oui, madame. Maintenant, si on veut faire ça, afficher 5, et puis après, si on trouve qu'il y a quelque chose qui est 5 encore, de ne pas l'afficher, c'est simple. Vous faites tout simplement une boucle. Vous affichez d'abord le tab de 0, et ensuite vous faites une boucle. Regarde très bien. C'est-à-dire quoi? Ici, au lieu d'afficher les deux en même temps, le tab de 0, on sait que c'est le plus petit. On est bien d'accord? Mais non, je vais faire une boucle avec un for qui va faire $i qui quitte 1. Et on va faire $i inférieur à $n et $i plus plus. Pourquoi est-ce que je fais une boucle? Parce qu'on peut avoir 5 éléments. Et puis les 4 premières cellules, c'est exactement les mêmes informations. Et donc pour laquelle je fais une boucle. Est-ce que vous comprenez le sens de cette boucle? Donc ça veut dire que la deuxième cellule, je ne vais pas toucher parce que c'est la même chose. Troisième cellule, je ne vais pas toucher, c'est la même chose. Quatrième cellule, c'est la même chose. Donc il faut faire la boucle. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, il faut afficher la cellule qu'on va trouver où on va l'information, le contenu va être différent de table de 0. Est-ce que tu comprends un peu le truc? C'est ça le principe. Donc ça veut dire que je vais faire if $tab de 0 différent de $tab de i, alors je l'affiche. C'est bon? Comme min2. Donc je vais copier le écho là. Je vais le mettre ici. Je vais l'afficher comme min2 et je vais mettre $tab de i. Maintenant il faudrait que je mette ici un BR avec un retour à la ligne. Maintenant, une chose qui est très importante, c'est quoi? C'est que si j'affiche, je ne dois pas afficher deux informations. Alors, supposons qu'on a 5 éléments, ou bien on a 10 éléments dans le tableau. Les 4 premières cellules sont identiques. Et tous les autres, ce n'est pas identique. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, lorsqu'il va après la cellule ou bien la position 5, il va forcément trouver des choses qui sont différentes de table de 0 jusqu'à la fin. Il ne doit pas tous les afficher. Le premier élément qui sera différent de table de 0, dès qu'on l'affiche, on quitte la boucle. On doit avoir que 2 minimum. Jusque-là, c'est bon. Maintenant, pour forcer la sortie dans une boucle, il y a une instruction que vous connaissez. C'est quelle instruction? Voilà. On met tout simplement break. Comme ça. OK. Et revenons ici. On va actualiser jusqu'à ce qu'on trouve la même chose de tout à l'heure là. Bon, là pour le moment. Mais c'est vrai qu'on n'a pas affiché le tableau de trier, n'est-ce pas? Il faudrait qu'on affiche le tableau de trier pour qu'on puisse bien voir. Là, j'ai trié le tableau. Je vais afficher d'abord le tableau de trier. Je vais afficher le tableau. Je vais faire écho. Affichage du tableau trier. Et je fais un BR. Je colle. Et là, je fais un écho. Et vous allez comprendre pourquoi j'affiche le tableau trier. Sinon, on ne va pas bien comprendre l'affichage qui se trouve en haut là. Donc là, par exemple, il génère des valeurs. Bon, là, la première cellule, il n'y a pas exactement ce qu'on veut. On va générer jusqu'à ce qu'on trouve les deux premières cellules des valeurs qui sont identiques. Yang Hall, boy. Tu vois un peu le truc. Donc ici, lorsque on a le tableau comme ça, il trie. Normalement, les dispositions ne sont plus pareilles. Normalement, le tableau est maintenant comme ça. Donc, il faudrait que j'affiche le tableau trié pour pouvoir comprendre cela. Mais non, les deux informations les plus petites, qu'est-ce qui se dit? Table de 0, je l'ai fait à l'extérieur de la boucle.
Parce que c'est obligé. C'est la première plus petite valeur. Je l'affiche. Tu vois le truc? Et maintenant, je rentre dans la boucle. Je fais un parcours à partir de la cellule 1. La première information que je verrai que c'est différent de table de 0, je l'affiche et je sors de la boucle. Ce qui fait que ici, on a 2, 2. Mais il affiche que le table de 0. Le deuxième 2, là, il n'affiche pas. Il affiche 3. Est-ce que tu vois? Dans tout ce qu'on appelle algorithmique, ce n'est pas forcément des choses compliquées. Il faut d'abord prendre la chose un petit peu à terre. Tant que vous voyez juste un exercice et vous commencez à réfléchir à des choses bizarres, vous allez vous stresser pour un rien du tout. C'est bon? Voilà, donc ici, on pourrait faire ça comme ça. D'autres questions? Si on demande... En fait, par rapport à la question qu'on avait demandé, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure là. Table de 0, table de 1 directement, on affiche. Oui. C'est bon? Maintenant, lui, il a posé quelque chose qui est aussi bien. Supposons qu'on avait demandé dans ce sens-là. J'ai profité pour vous le montrer pour que vous compreniez qu'on pouvait faire ça aussi comme ça. Mais ce n'est pas exactement ce qui a été demandé dans l'exercice. Dans l'exercice, on devait afficher le 2 et le 2 qui sont les deux plus petits. On est bien d'accord? C'est-à-dire, par exemple, dans cette salle, il y a minimum, par exemple, on dit, minimum, les étudiants ici ou bien étudiantes ont au moins 16 ans. On est bien d'accord? Mais il y a d'autres âges aussi. Mais supposons qu'on a 2 personnes qui ont 16 ans, après il y a des personnes qui ont 17 ans. Et on demande au responsable de l'école de venir de prendre les 2 plus petites personnes dans la salle. Donc lorsqu'il va venir, il va voir 2 personnes qui ont 16 ans. Est-ce qu'il va juste prendre un seul et sortir? Non, il va prendre les 2. C'est normal, tu vois. Il va prendre juste les 2 qui ont 16 ans. C'est ça, c'est les 2 qui sont les plus petits. Voilà. Oui. Sur le code. C'est bon? Bon, les gars, on va essayer de passer quand même à des choses. Depuis la générer, il n'y a pas de souci. On peut générer. Tout le monde sait maintenant comment générer. Mais plus on génère, plus on n'a pas la main. On est bien d'accord? Il faudrait qu'on puisse saisir les choses nous-mêmes. C'est intéressant. La dernière fois, je vous avais montré ce que c'est qu'un tableau qu'on appelle tableau associatif. Un tableau indexé. Il y a ce qu'on appelle des tableaux numérotés. Il y a ce qu'on appelle les tableaux indexés qu'on appelle les tableaux associatifs. C'est bon? Je donne un exemple ici. Un exemple d'un tableau associatif, c'est quoi? Je vais faire intro forms.php. On va d'abord faire un tableau associatif. Alors, pour créer cela, on va créer une variable $tab est égal et on peut faire array et puis on précise la clé. Par exemple, on peut préciser comme clé matricule et puis pour la valeur, il faut mettre est égal flèche et puis mettre la valeur. Je vais mettre ET001. Oui. C'est ça. Tableau associatif, on appelle aussi tableau indexé. C'est bon? Donc ici, il faut savoir que lorsqu'on parle de tableau associatif ou bien tableau indexé, c'est des tableaux où on a ce qu'on appelle des index et on a des valeurs. Pour accéder aux valeurs, on peut passer par les index. Mais on peut aussi accéder uniquement aux index. On avait vu ça. Lorsqu'on manipule avec la boucle for each, on peut manipuler en passant 2 variables. Une qui sera l'index et l'autre qui sera tout simplement la valeur. Maintenant ici, si je vais afficher le contenu du tableau, c'est-à-dire que si je vais afficher ET01, je vais faire $tab de quoi? De matricule. On est bien d'accord? Si je fais ça, on va essayer de voir est-ce qu'il affiche bien le matricule. Alors, je l'ai appelé ici. Intro form. Et donc, on le voit bien ici, ET001.
Donc, c'est comme ça qu'on fait pour accéder au tableau associatif. Maintenant, pourquoi est-ce que je parle de ça? Mais il faut savoir qu'après, on va revenir sur les tableaux. On va faire encore des exercices sur les tableaux. Mais cette fois-ci, les données ou bien le nombre d'éléments, on va le saisir depuis un formulaire. Et lorsqu'on saisit le nombre d'éléments, on va venir maintenant manipuler le tableau et générer les informations, ainsi de suite. On est bien d'accord? Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire cela? Alors, en premier semestre, vous avez vu que vous pouvez créer déjà un site, mettre en place des formulaires. Le problème, c'est que pour le moment, vous n'êtes que des développeurs front-end. C'est-à-dire, vous mettez tout simplement tout ce qui est visible. Mais les données, les traitements, vous n'avez pas encore mis. C'est-à-dire que lorsqu'on cliquait sur des formulaires d'inscription, on ne pouvait pas écrire quelque chose, des données, et enregistrer les données dans une base de données, ainsi de suite. On ne pouvait pas le faire. HTML, ce n'est pas un langage de programmation. Et donc, du coup, il n'y a pas de traitement. HTML, CSS, ce n'est pas des langages de programmation, donc il n'y a pas de traitement. Dans le développement, il y a le front-end et il y a le back-end. Le back-end, c'est carrément de la programmation avec toutes les logiques, manipulation avec des conditions, des boucles, tout ça là, c'est ce qu'on appelle de la programmation. Du moins, dans les langages de programmation, ce sont des choses qu'on va faire. Des traitements, des logiques, métiers, ainsi de suite. Maintenant, le PHP, on l'apprend pour pouvoir gérer tout simplement ce back-end là de notre site ou bien de notre application, de tout ce que nous on faisait. C'est bon? Maintenant, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut combiner les deux. PHP, c'est ce qu'on fait là. Afficher, tableau, trier, les logiques, conditions, boucles, tout ça là. C'est ça le PHP. C'est bon? Maintenant, ici, on va essayer de combiner le PHP et le HTML. Alors, seulement, on a besoin d'un formulaire parce que nous, on veut voir comment est-ce qu'on peut récupérer les choses depuis les formulaires et puis les manipuler. Maintenant, il faut savoir que les variables ont ce qu'on appelle une portée. C'est-à-dire qu'une variable qui se trouve dans ce fichier-là, par exemple, je crée cette variable tab, on est bien d'accord, tab matricule qui se trouve ici. Si je prends le écho là, je viens dans correction TP et j'essaye d'afficher là, j'essaye d'afficher écho matricule. Est-ce que je verrai le matricule? Non, on est bien d'accord. Il y a une limite ou bien une portée pour la variable. Ça se trouve dans le fichier là-bas. Je ne peux pas le voir ici. La variable ou bien le tableau où on a le matricule n'existe pas dans ce fichier, se trouve dans un autre fichier. On est bien d'accord? Donc, je ne peux pas y accéder directement là. Mais encore mieux, lorsque je vous ai expliqué tout à l'heure, si je n'avais pas mis n ici, il est possible qu'après, il me souligne une erreur pour dire qu'on essaie d'utiliser n, une variable ici, mais qui n'existe pas. Bon, je vais d'abord tester. En général, souvent, il le dit. Maintenant, s'il ne le dit pas aussi, ce n'est pas mauvais. Maintenant, regardez bien. Normalement, qu'est-ce que j'ai donné comme nom? Correction TP. Bon, ici, ça va. Ici, ça va. Mais à certains moments, lui, il peut... Bon, je vais faire encore une petite chose. Je vais faire en sorte que la variable là, voilà. Maintenant, supposons que j'écris ici $k est égal à 0 et je dis if $k différent de 0, alors je génère le nombre. Voilà. Si je viens ici, déjà, on voit que là, il y a un problème. Parce qu'il dit quoi? Undefined variable $n. Il n'arrive pas à trouver cette variable-là. On est bien d'accord? Undefined variable n, parce que, en réalité, ici, la variable n n'existe que lorsqu'on entre dans cette condition-là. Mais la variable n'existe pas. Si ça doit exister, il faudrait d'abord qu'on puisse créer la variable n. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? Lorsque on manipule, lorsqu'on fait des choses, là où on déclare les variables là, il est fort probable que tout simplement la variable se limite à ce contexte-là. C'est-à-dire comme je l'ai mis ici dans le if, la variable là, si je ne rentre pas dans ce if là, la variable n n'existe pas. Mais par contre, si je mets la variable n en haut, la variable devient un petit peu plus globale. C'est-à-dire tous les codes qui sont en bas peuvent accéder à n. On est bien d'accord? Et maintenant, si je viens ici, j'actualise là.
Bon, là, c'est parce qu'il rentre dans une boucle infinie. Il rentre dans une boucle infinie. Ici, je vais mettre la variable. Voilà. Bon, malheureusement, ici, on risque d'avoir une boucle infinie. Pourquoi est-ce que je parle de boucle infinie? Parce qu'à aucun moment, K ne change de valeur. Et comme K ne change de valeur, qu'est-ce qui se passe? On ne peut jamais rentrer ici. Et comme on ne peut jamais rentrer ici, on ne peut pas sortir de ce do while là. On est bien d'accord? Raison pour laquelle on ne peut pas avoir l'information ici. C'est vraiment une boucle infinie. Maintenant, bref, ce que je voulais vous expliquer, c'est quoi? C'est qu'il est très important de comprendre ce qu'on appelle la portée des variables. Lorsque vous avez deux fichiers C, dans un autre fichier, vous créez une variable là-bas. Si vous êtes dans un autre fichier C, vous ne pouvez pas y accéder. Il faut créer encore d'abord des variables, les mêmes ou bien la même variable. Sinon, ce n'est pas possible. Maintenant, revenons à ce que je voulais dire. Enlevons le if k là. Voilà. Voilà. Parfait. Maintenant, donc, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle des variables qu'on va dire qui sont globales. Il y en a plusieurs. Il y a des variables qui sont globales dans un fichier, dans un projet PHP. Il y a des variables qui sont globales, c'est-à-dire des variables où on peut y accéder à n'importe quel fichier. C'est-à-dire, lorsqu'on est ici, on peut voir la variable. Lorsqu'on est ici, on peut voir la variable. Lorsqu'on est ici, on peut voir la variable. Il y a des variables qui sont ce qu'on appelle des variables super globales. Il y a des variables qui n'existent que dans le fichier. Les variables que nous, on déclare comme ça, ce sont des variables qui n'existent que dans le fichier. Mais il y a des variables qui seront des variables globales. Et nous, on va utiliser deux, mais pas simples variables, ce sont ce qu'on appelle des tableaux. Il y a deux tableaux qu'on va appeler des tableaux super globaux. Et ces deux tableaux, ici, à l'instar de $post, et il y a un autre tableau qu'on va beaucoup utiliser aussi, qu'on appelle $get. Ça, ces variables-là, $_post et $_get, c'est des tableaux, mais ce sont des tableaux super globaux, c'est-à-dire qu'on peut y accéder de partout, pour l'instant. Ou du moins, depuis un fichier, on peut y accéder si on n'est pas, par exemple, ici j'ai un fichier, dans un autre fichier, je peux accéder à $post, c'est ce que cela veut dire. Et ce n'est pas des choses que nous-mêmes, on met en place. Ce n'est pas nous qui allons créer ces variables-là. Ça existe. Maintenant, revenons à notre fichier de tout à l'heure. On va essayer de comprendre ce que je suis en train de dire là. Effaçons tout ce qui se trouve ici. Il faut savoir que dans un fichier PHP, vous pouvez faire du HTML. Mais par contre, le HTML ne doit pas se trouver entre cette balise-là. On est bien d'accord? Si je suis là, je ne peux pas faire la balise, par exemple, BR comme ça. Il va me souligner, c'est une erreur. Mais si je sors de la balise PHP et que je fais BR, il ne souligne pas une erreur. On est bien d'accord? Dans une page PHP, on peut faire du HTML. Mais il ne faut pas le faire entre la balise PHP. Raison pour laquelle nous, le BR, on l'interprétait avec la balise, avec la fonction echo. On est bien d'accord? Donc, tout ce qui se passe avec HTML, si on est entre la balise PHP, on ne peut que le mettre dans la fonction de print. Echo quoi. Maintenant, ok, donc on sait qu'on peut écrire directement du HTML dans une page PHP. Jusque-là, c'est bon. Donc, ça veut dire qu'aussi, on peut gérer tout ce qui est structure d'une page normale de HTML. Si je fais ça, c'est comme si c'était du HTML. Ou bien c'est une page HTML. Si je fais ici H1, welcome to form. Si je fais ça, là, le fichier s'appelle intro form. Et donc là, on peut voir bien le fichier avec le message welcome to form. Si on fait inspecter, on va bien voir la structure de notre page. Je fais clic droit, inspecter. Ce qu'on peut voir ici, c'est tout le code HTML, c'est-à-dire le HTML, le I, et si je rentre dans le body, on a bien notre texte là. Donc c'est comme si carrément c'est du HTML. Voilà, maintenant, une fois qu'on sait comment faire cette chose-là, ça veut dire qu'on peut également définir un formulaire. On va essayer de définir un formulaire qui va avoir un label qui serait un nombre, on va mettre nombre, et puis qui va avoir un input qui aura comme type
number de retour à la ligne et un petit bouton envoyer comme ça. On va essayer de voir tout ça là, si vous savez faire. Mettre en place un formulaire, vous savez le faire. Donc regardez bien, on vient de mettre en place un formulaire avec un label et ce qu'on appelle un champ de saisie, un input de type number avec un bouton. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Comment faire pour que si je fais des valeurs ou je saisis des valeurs ici et que je clique sur le bouton, après ce clic, que je puisse récupérer ce qui a été saisi et l'afficher. C'est ça le principe. Et ça va être ce qu'on appelle notre printf et notre scanf maintenant. Notre printf et notre scanf, ça va être maintenant des formulaires. On va saisir depuis un formulaire, récupérer le code, manipuler, faire des traitements. En sorte que plus tard, les formulaires de connexion que vous avez fait là, vous pouvez mettre le code qui permet de récupérer le contenu et voir comment est-ce que si c'est possible de le mettre dans un fichier ou bien dans une base de données et ainsi de suite. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ok, maintenant, la première chose qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que ici, lorsqu'on définit un formulaire, d'habitude, vous voyez ces attributs. Bon, en premier semestre, vous ne tenez pas compte. Vous mettez tout simplement forme. Mais ces attributs-là vont être très, très importants. Il y a deux attributs. Il y a un attribut sur la balise ouvrante de forme qui s'appelle action et il y a un attribut qui s'appelle méthode, sans E. Ces deux attributs sont très importants et on va essayer de comprendre c'est quoi le rôle des attributs. Méthode, c'est le mode de transmission. On l'envoie comment? Est-ce qu'on va envoyer l'information en mode clair? Les informations doivent être visibles depuis l'IRL ou bien on va l'envoyer en sorte que c'est un petit peu plus caché, que les informations ne sont pas visibles après soumission du formulaire. Et la méthode qu'on utilise va nous permettre de dire comment on pourra faire pour récupérer. Parce que j'ai dit pour le moment, on va utiliser que deux tableaux super global, $post et $get, pour récupérer les informations de notre formulaire. Je précise. On va utiliser pour l'instant deux tableaux. Je dis bien tableau. Donc, quand j'ai dit tout à l'heure $get, $_get, là, j'avais fait ça dans le PHP. Hein. J'avais mis comme ça $_get comme ça. Et aussi $post. On est bien d'accord? Ces deux tableaux dans le PHP, ce sont des tableaux qui vont nous permettre de récupérer des informations de ce formulaire. Maintenant, la méthode va nous permettre de dire est-ce que l'information doit être récupérée dans get ou bien est-ce que l'information doit être récupérée dans post. Si on met méthode get, lors de récupération, on va passer par le $get pour récupérer l'information. Si on met méthode post, lors de la récupération, il faut passer par $post pour récupérer les informations. C'est-à-dire les informations du formulaire sont encapsulées dans soit $get ou bien dans $post. Mais pas les deux en même temps. Pas les deux en même temps. Mais ça sera encapsulé dans un tableau en fonction de la méthode. C'est-à-dire que la méthode, si je mets get là, ça veut dire que je vais récupérer les données du formulaire à travers ce tableau $get. Est-ce que cela veut dire? Si au lieu de get et que j'écris ici $post, je dis pour le dollar. Ici dans méthode, on ne met pas de $, soit get, soit post. Donc si je mets post, la récupération se fera à travers ce $post. C'est une variable. Une variable qui est un tableau qui est un tableau indexé. Un tableau qui peut être visible de n'importe où, qu'on appelle tableau super global. Donc je suis dans un fichier ici, après je peux sortir dans un autre fichier, je peux y accéder, c'est ce que cela veut dire. Donc, en fonction de la méthode qu'on précise, on va savoir où est-ce qu'on pourrait récupérer l'information, dans quel tableau, soit $post. Si on fait $post, c'est parce que méthode a été post. Si on parle là-bas et qu'on dit $get pour récupérer, c'est parce que le formulaire a été soumis avec comme méthode get. Mais après, on va voir vraiment la différence entre post et get. On va essayer de voir la différence. Mais on va commencer d'abord par get. Ok, donc je vais effacer ça. Ça, c'est du HTML ici. Donc, première des choses, c'est ça, préciser la méthode. Deuxième des choses, maintenant, c'est l'action. L'action, c'est-à-dire, quand je vais soumettre ce formulaire que vous voyez ici, là, je suis dans la page qui s'appelle intro.form. Quand je vais soumettre ce formulaire, les informations vont être traitées dans quelle page? C'est-à-dire la récupération de ce qui se trouve dans notre input, ce qu'on a saisi là. Où est-ce qu'on va récupérer l'information, traiter l'information, vérifier, afficher, ainsi de suite? Dans quel fichier?
Parce qu'il est possible qu'on ne fait pas les traitements ici. Bon, en général, on évite ça. La page où on a tout le contenu HTML là, on évite de faire les traitements en même temps à l'intérieur. Il faut créer un autre fichier, .php, dans lequel on fait les traitements. Mais non, donc ça veut dire qu'on aura deux fichiers qui sont distincts. Un fichier qui a notre formulaire et un fichier qui a pour rôle après de récupérer la donnée du formulaire et l'afficher, mais deux fichiers différents. Et le principe, c'est qu'ils doivent communiquer. Communiquer dans le sens quoi? Que ici, je vais préciser que dans mon projet, je peux avoir plusieurs fichiers PHP. Mais ce n'est pas tous les fichiers PHP qui vont récupérer ce qui est soumis de ce formulaire. Quel fichier a comme rôle pour récupérer ce que je vais soumettre depuis ce formulaire et afficher? Et ce fichier-là, je vais le préciser dans l'attribut action. Mais non, pour le moment, je n'ai pas encore créé un fichier. Ici, je vais faire comme ça, un fichier que je vais appeler traitement.php. C'est juste un fichier PHP. Là, je vais faire juste un message. Ici, je vais faire écho. Bienvenue sur le traitement. Juste un message. Si on atterrit sur cette page, on affiche écho. Bienvenue sur le traitement. Mais non, nous, d'abord, il faudrait qu'on se trouve ici. Et j'ai dit quoi? Depuis forme, si on veut que, après soumission du formulaire, qu'on soit ou qu'on envoie les informations dans le traitement pour une vérification ou bien pour un traitement, j'ai dit dans l'attribut action, il faut préciser ce fichier-là, le fichier cible, le fichier qui traite l'information. C'est ça le rôle de l'action. Mais n'oubliez pas, à chaque fois, lorsque vous devez cibler un fichier ou bien des ressources, il faut préciser le chemin. Comme ici, il se trouve dans le même répertoire, on peut tout simplement écrire le nom du fichier. C'est bon, le nom du fichier comme ça, traitement.php. Si ça se trouvait dans un sous-répertoire, on allait faire les points slash pour rentrer ainsi de suite. Mais ils sont dans le même répertoire. On est bien d'accord? Oh, maintenant, je vais tout simplement actualiser cette page-là. Je vais cliquer sur envoyer. Et regardez, si je clique sur envoyer, ce qui se passe, c'est qu'on voit le message bienvenue sur le traitement. Mais on accède à ce fichier parce que on a dit que quand je vais cliquer, en fait, quand le bouton ou pas le bouton, le formulaire sera soumis, il faut envoyer les données du formulaire sur cette page-là ou bien dans cette page là-bas pour un traitement. On n'a pas encore fait le traitement, mais on dit qu'on envoie les données dans cette page pour un traitement. Donc, on précise où est-ce que les informations seront traitées, c'est-à-dire le fichier, dans l'attribut action. Donc, ça, c'est le rôle de l'attribut action. Par contre, je vais encore revenir ici. Actualiser. Mais non, cette fois-ci, regardez bien, je vais saisir quelque chose. Regardez bien l'URL. Normalement, pour accéder à cette page, je rentre dans le dossier L2GL et je fais intro.php. C'est bon? Ok. Maintenant, je vais soumettre en saisissant 45. Si je saisis 45, ok. Bon, pour l'instant, ici, vous ne voyez absolument rien du tout. On est bien d'accord? Vous ne voyez rien du tout. Je reviens ici. Il faut savoir qu'on avait déjà vu que sur les balises, on pouvait ajouter ce qu'on appelle des attributs. Par exemple, dans le input là, si je mets un ID, ID permet de faire quoi? De créer un identifiant qui va être unique à ce input là. C'est bon? Mais aussi, on avait vu qu'on avait un attribut qu'on pouvait créer sur des informations qu'on appelle name. On a déjà parlé de ça. Qui permet aussi de donner un nom. Mais par contre, l'attribut name, en général, on peut avoir deux informations qui portent le même name. Sur la même page, on ne peut pas avoir deux informations qui portent le même ID, mais on peut avoir deux informations qui portent le même name. Ok, mais c'est quand même un attribut qui permet de donner un nom ou bien un surnom à la balise. C'est bon? Le name, comme son nom l'indique, c'est pour donner un nom. J'avais dit que $post et $get étaient des tableaux associatifs. Et quand on dit tableau associatif, ça veut dire qu'on passera par le nom du tableau et un index. Mais dans un formulaire, on peut avoir plusieurs champs de saisie. Comment savoir où est-ce qu'on a saisi exactement non? Où est-ce qu'on a saisi exactement le mot de passe? Où est-ce qu'on a saisi exactement le login? À travers ce qu'on appelle les attributs qu'on appelle le name. Le name qu'on va définir sur chaque input va nous permettre d'accéder au contenu qui a été saisi dans ce input-là. Donc, chaque input du formulaire doit avoir un name. Et ce name-là, plus tard, sera tout simplement l'index du tableau. L'index du tableau que nous, on va utiliser. On a dit que le tableau, c'est soit $get, soit $post. Et le name que nous, on va donner ici, dans nos inputs, vont être des index du tableau.
Bon, on va donner un index ici ou bien un name. Ici, par exemple, je vais l'appeler nombre. Voilà. Avant de pouvoir récupérer l'information, je vais encore resoumettre le formulaire. Cette fois-ci, soyez attentifs pour voir ce qui va se passer ici. Je vais mettre ici 45. Si je clique sur envoyer, ce qu'on voit ici, c'est quoi? On voit le name que j'ai donné là, et on voit est égal, et on voit la valeur que j'ai saisie dans le input. Ok, je reviens ici. J'actualise. Je vais saisir ici 300. Quand je clique sur envoyer, l'attribut que j'ai mis là-bas, name, la valeur nombre là, l'index que je dis ici, j'ai nommé le input là, nombre. Le name va nous permettre de pouvoir accéder du moins à un input dans lequel on a saisi la chose. Mais ce qu'on peut voir, c'est que non seulement on voit le name, on voit aussi la valeur. Et c'est ça la méthode de transmission par get. La transmission d'un formulaire avec la méthode get fait en sorte que toutes les données seront visibles depuis ce qu'on appelle l'URL qui se trouve là. On voit les données en clair. Mais plus tard, lorsqu'on va utiliser post, vous n'allez plus voir ces informations-là. Par exemple, si je mets ici post, je change la méthode, je viens ici, je vais actualiser. Cette fois-ci, si je mets 300 et que je clique sur envoyer, ici, vous n'allez plus voir cette information. C'est-à-dire que l'information existe, mais on ne le voit pas quand même. On est bien d'accord? Donc, il va envoyer l'information, mais en sorte que l'information ne soit pas visible. C'est ça la méthode post. La méthode get, il va envoyer l'information, mais l'information sera visible dans l'URL. Toutes les informations du formulaire seront visibles dans l'URL. Et on verra pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas utiliser get et pourquoi est-ce qu'on devrait beaucoup plus, pour les formulaires, utiliser post. Déjà, la première des choses, c'est que si les informations sont claires comme ça, il n'y a pas beaucoup de sécurité. Ça, c'est déjà une première des choses. Pourtant, get quand même permet de transférer, de transmettre les données. Mais on va ramener $get. Jusque-là, c'est bon. On comprend le rôle de l'attribut action pour préciser la page cible. On comprend que le name là permet de donner quelque chose qui permet d'identifier l'information qui était saisie dans le input qu'on a précisé. Ce input là, pour y accéder, il faudrait passer plus tard par le name qu'on a défini. Mais non, on dit les informations seront envoyées dans ce fichier. Mais dans ce fichier là-bas, on aura accès à deux tableaux, soit $post, soit $get pour récupérer les informations. Mais on ne va pas utiliser les deux tableaux en même temps. Le tableau qu'on va utiliser dépend de ce qu'on a mis dans méthode. Si je mets ici get, je vais utiliser là-bas $get pour récupérer l'information. Jusque-là, c'est bon. Maintenant, on va tenter maintenant de récupérer l'information maintenant. Dans la page traitement ici, on va aller récupérer l'information qui a été saisie. Et je répète que le nombre là sera l'index, le name là, sera l'index du tableau $get. Voyons voir comment on peut faire ça. Ici, je vais faire ça, regardez bien. $v est égal $_get. Crochet. Tableau moins indexé, c'est comme ça qu'on accède. On écrit le nom du tableau, crochet, et puis l'index. C'est ça, ce qu'on avait dit pour un tableau indexé. Tout à l'heure, là, on est bien d'accord? On avait dit qu'un tableau indexé, on écrit le nom du tableau, crochet, et puis on écrit le nom de l'index. Et moi, j'ai dit que l'index de ces deux tableaux, ce n'est rien d'autre que les names de nos inputs. Maintenant, on va voir ici l'input qu'on a. Il n'y a qu'un seul input. Le name de l'input, c'est bien nombre. Et donc, ça veut dire que ça, c'est l'index qui nous permet de récupérer ce qui a été saisi dans ce input. Et donc, je vais prendre ce name, le nombre, et je vais faire ici. Voilà. Maintenant, ici, je vais mettre un BR. Et je vais faire un autre écho. Écho, je vais dire la valeur est, et je vais mettre $V. Et on va voir, est-ce qu'il arrive à récupérer ce qui a été saisi et l'afficher ici. On va essayer de voir. Revenons. Ici, on actualise. Maintenant, ici, si je mets 4000, suivez bien, si je fais envoyer, ici, il dit la valeur est, il récupère les 4000 qui ont été saisis. Ces 4000
C'est le 4000 ou bien les 4000 qu'on a saisi depuis le formulaire. Je retourne encore, je vais actualiser et saisir une autre valeur. Je vais saisir 1200. Et quand je clique sur le bouton envoyer, on voit bien que la valeur est bien 1200. Comme on a soumis le formulaire en méthode get, depuis la page traitement, je dis bien, on passe par le $get pour récupérer l'information. Si on avait soumis avec méthode post, on allait passer par $_post pour récupérer l'information. Étant donné que dans le formulaire, on peut avoir plusieurs champs de saisie, on va donner des names à chaque input pour permettre de récupérer la chose qui est saisie dans un input précis. Comme ici, on a un input pour le moment. Pour accéder à ce input, on passe par le name. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je viens ici, regardez bien, je vais créer un deuxième input, si vous voulez. Je vais dire ici, comme ça. Ici, je vais dire nombre 1, ici, nombre 2. Et ici, je vais l'appeler val. Val va être le nombre 2, le name là. Le name de ce deuxième nombre, je l'ai appelé val. Le name du premier nombre, je vais l'appeler nombre. Et regardez très bien, ici, j'ai juste récupéré l'information qui a été saisie dans l'index nombre. Si je reviens ici, j'actualise, on va avoir normalement deux inputs. Maintenant, je vais saisir 2000 et je vais saisir 3000. Si je clique sur envoyer, quelles sont les informations qu'il va afficher? Il ne va pas afficher 3000, vous êtes sûr? Et regardez bien, si je clique, c'est uniquement les 2000. On est bien d'accord? Donc, il sait exactement où est-ce qu'on a saisi. On a saisi dans deux inputs. Mais comment lui, il fait pour distinguer quel input on veut récupérer? C'est à travers le name qu'on donne à chaque input. Et comme le $get et le $post, ce sont des tableaux indexés, on va mettre le nom de ces tableaux et puis on met crochet et on met l'index qui n'est rien d'autre que les names. Maintenant, si je venais à mettre val, et on va essayer de voir qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci. J'actualise, je vais encore faire la même chose, je saisis 2000 et je saisis 3000. Si je clique cette fois-ci, ce n'est plus 2000. Il sait exactement que ce que j'ai récupéré, c'est ce qui a été saisi dans le deuxième input. Mais il n'imagine pas. Il passe à travers le soit post ou bien get en fonction de la méthode précisée, et puis crochet l'index, c'est-à-dire le name qu'on a précisé. Et donc, c'est comme ça qu'on peut faire maintenant pour soumettre un formulaire, récupérer la donnée, manipuler la donnée, faire tout ce qu'on veut. En d'autres termes, ici, par exemple, si on veut faire les exercices précédents, la première des choses, c'est d'abord de saisir le nombre de valeurs. Donc ici, je peux mettre en place un formulaire qui permet de saisir le nombre de valeurs. Et une fois que j'ai le nombre de valeurs, dans notre code PHP, je peux faire des traitements sur ce nombre de valeurs. Par exemple, générer un tableau, ou bien créer des choses, ou bien je dis, par exemple, écrire un programme qui permet de saisir un nombre et d'afficher tous les nombres premiers compris entre 1 et la valeur saisie. Mais cette fois-ci, je dis bien saisir, pas générer. Là, maintenant, on peut saisir les valeurs. Et on sait maintenant comment est-ce qu'on peut faire pour récupérer les données. Maintenant, c'est vrai qu'on comprend, mais nous, on est en train de faire un cycle d'ingénierie. Donc, il faudrait qu'on puisse comprendre le sens. Pourquoi est-ce que je disais tout à l'heure, on préférera utiliser post que get. On va essayer de comprendre. Voici comment est-ce que je fais pour transmettre les données avec ce qu'on appelle get. Mais, suivez très bien, regardez bien. Quand j'ai soumis, tout à l'heure, je vous ai montré que les informations seront en clair. Mais regardez encore mieux. Ici, je vais changer les 3000 là, qui se trouvent juste après l'égal de val. Je vais mettre 2 millions. Si je mets 2 millions, vous voyez que les 2 millions sont envoyés ici, à la page traitement. C'est-à-dire que je ne suis pas passé forcément par le formulaire. C'est très bien. Je répète. Avec la méthode get, ça veut dire qu'on n'est pas forcément obligé de passer par le formulaire de notre page. À partir du moment où on connaît ce lien-là, on peut tout simplement copier le lien, modifier juste les données qui se trouvent dans l'URL et puis accéder directement à votre application. Et ça, c'est pas du tout sécurisé.
On est bien d'accord? On accède au fichier traitement.php sans pour autant passer par le formulaire. Or, c'est normalement depuis le formulaire, lorsqu'on soumet, on clique sur le bouton, qu'on devait être redirigé ici. Et ça, c'est un problème de sécurité. On est bien d'accord? Donc, les données sont déjà claires, visibles. On peut voir, par exemple, si vous avez votre mot de passe, vous venez pour saisir le login, le mot de passe. Vous saisissez, on verra votre login, votre mot de passe là-bas, en haut. Et ça, ce n'est pas sécurisé. Mais encore mieux, c'est que même si on voit ces choses-là, on a là aussi la possibilité, du moins, de pouvoir modifier encore les informations là-bas et accéder sans passer par l'application ou bien passer par le formulaire. Ok, donc ça déjà, on vient de voir un peu. Maintenant, on va essayer de parler dans le sens où, si je changeais ici et que j'écris post, ne soyez pas étonné que ça ne marche pas du coup. Si je mets post là, ici, je cherche à récupérer les informations avec $get et ça ne va pas du tout marcher. C'est bon? Parce que les données ne seront pas envoyées dans le tableau get, mais par contre, elles seraient envoyées dans le tableau $post. C'est bon? Maintenant, on va soumettre le formulaire. Vous allez voir que les informations seront reçues, mais les informations ne seront pas envoyées en clair. Cette fois-ci, je mets 100 ou bien 1000 et puis je mets 1200. Et là, si je fais, regardez bien ici, les informations ne sont pas visibles. Mais ce n'est pas parce que les informations ne sont pas visibles qu'on ne récupère pas les informations. Les informations sont transmises, mais en mode un peu plus sécurisé. En mode un peu plus sécurisé. Maintenant, regardez bien, si je prends le lien là, supposons que je ne passe plus maintenant, je passe plus maintenant sur le formulaire et que je viens ici, j'essaie d'y accéder, il va me souligner une erreur. Il va me dire que la clé val n'existe pas parce que pour avoir la clé val là, il faudrait forcément que je passe par le formulaire. Et si je passe par le formulaire, c'est là-bas dans le formulaire que j'ai mis la clé val dans le tableau super global post avec la méthode post. On est bien d'accord? Là, il me souligne une erreur. Je ne peux pas accéder directement si j'ai juste le lien. Non, il va me souligner après des erreurs. On est bien d'accord? Donc, de préférence, lorsque vous allez faire ce qu'on appelle des formulaires, vous allez utiliser ce qu'on appelle une méthode qu'on appelle méthode post, de préférence, pour transmettre les données du formulaire. Et ce qui veut dire, en retour, pour récupérer les informations, vous passez par le $post afin de récupérer les données qui ont été envoyées. C'est bon? Oui? Oui, je suis d'accord avec toi. Je pourrais dire $V2 est égal $post. C'est-à-dire qu'il faut récupérer les nombres, one by one, ou du moins les valeurs du formulaire, une à une. Ici, ça va être nombre. C'est bon? Donc, si tu ne récupères pas ce qui a été saisi, ici, dans le input, le name, nombre, là, tu ne peux pas y accéder. Il faut déjà récupérer l'information. Donc, ici, on a deux inputs. Un avec le name nombre, un avec val. Ici, on récupère le premier, le val, dans V, on récupère le deuxième. Bon, disons, on a récupéré le deuxième dans V, et puis le premier dans V2. C'est bon? Maintenant là, ici, je vais modifier le nombre ou bien la valeur 1. Ici, ça va être V. Non, ça va être V2. Ça, c'est la première valeur. Et on va dire la valeur 2, c'est $V. On est bien d'accord? Parce que val, c'était saisi au deuxième lieu. Si on voit bien ici, val, c'est le deuxième input là. C'est lui qui correspond au nombre 2. Et puis nombre, c'est le premier nombre. Dans nombre, c'est lui qui est valeur 1 et puis valeur 2. Mais non. Ici, si je viens sur mon formulaire, je saisis 350 et 700 ou bien 650. On peut voir ici, la première valeur, c'est 350, la deuxième valeur, c'est 650. Maintenant, si je voulais faire un programme qui permet de faire la somme, ce que je vais dire, c'est quoi? Je vais faire $S moins V plus $V2. Et là, je dis echo. Echo, ici, comme ça, la somme donne 2 points, pourcentage. Attention, nous aussi, hein, c'est $.
On n'est plus en pourcentage ici. Voilà. Pourcentage moins C. Revenons ici. On actualise. Je vais saisir 350. Et ici, je vais saisir 650. Et là, il affiche non seulement les deux valeurs, il peut faire un calcul sur les valeurs et il fait l'affichage. Jusque-là, c'est bon. Maintenant, on va faire un petit TP. Ensemble, vite fait. Et puis après, on prendra une pause et lorsqu'on revient, je vous donne un petit peu d'exercice à faire vous-même. Maintenant, le TP, c'est simple. En supposant que nous, lorsque vous êtes connecté, vous avez déjà une fois voulu faire une conversion de ce qu'on appelle, supposons que vous ne connaissez pas, vous avez par exemple des CFA, beaucoup d'argent, et vous voulez convertir par exemple en ruble ou bien en yen, monnaie chinoise. On est bien d'accord? Maintenant, comment vous faites? Ou bien pour convertir en euros. Pour le faire, d'habitude, comme vous ne connaissez pas les unités, vous partez sur Google, vous tapez conversion CFA et puis vous avez un lien, n'est-ce pas? Nous, on va essayer de faire la même chose. On va essayer d'abord de faire en sorte qu'on met en place quelque chose qui permet de saisir un montant en CFA et de le convertir en euros ou bien de le convertir en dollars. On va essayer de le faire ensemble. On va suivre toutes les étapes qu'on avait fait là. On va les suivre, mais on va créer des nouveaux fichiers, deux nouveaux fichiers. On met en place un formulaire où on saisit un montant en CFA et l'objectif c'est de pouvoir convertir ce CFA là en dollars ou bien en euros. Disons en euros, c'est mieux, puisque tout le monde comprend 1 euro est égal à combien de CFA. Donc je vais ici faire, CFA, je vais faire CFA tout euro. Point. Je vais mettre forme.php. Voilà. Et maintenant, je vais faire CFA tout euro traitement.php. Donc, ces deux fichiers-là vont se connecter. C'est bon? Donc, non, je ne vais pas mettre forme, je vais renommer CFA tout euro, juste traitement, pas forme. Voilà. Dans CFA, tout euro, forme pour le formulaire dans lequel on saisit, et puis CFA, tout euro, traitement, qui sera le traitement, le fichier du traitement de ce fichier-là. On va mettre HTML5. Voilà. On va mettre un formulaire. Et la première des choses, c'est de déjà lier. C'est comme si on faisait du HTML, CSS. On va dire quoi? Dans l'attribut action, je vais mettre l'attribut, du moins la page là. CFA, la page du traitement. CFA, tout euro traitement.php, je le mets ici. Au moins, après, je suis plus tranquille. Et on n'oublie pas aussi de dire que la méthode de préférence pour la soumission de nos formulaires, de préférence, ça serait POST. Voilà. Maintenant, on va dire maintenant qu'est-ce qui doit se trouver sur notre formulaire. Oui. Là-bas, le fichier s'appelle juste CFA tout euro traitement. CFA tout euro traitement. Je suis d'accord. Ici, entrée, on va mettre montant. On va juste mettre montant. Et là, je vais mettre input de type number avec un placeholder. D'habitude, on met un placeholder avec les inputs de type number, non? Ici, je vais dire entrée un montant en CFA. BR. Mais par contre, n'oubliez pas, pour chaque input, afin qu'on puisse récupérer plus tard, il nous faut un name. Ici, je vais l'appeler montant. Voilà. Et ici, je mets un bouton. Je vais dire convertir. Ok, donc voici ce que je viens de faire. J'ai défini un formulaire. J'ai donné comme méthode POST et j'ai précisé dans l'attribut action la page qui plus tard va récupérer la valeur saisie en CFA, convertir en euros et nous afficher.
Maintenant, qu'est-ce que je fais? Dans le formulaire, je mets un label pour afficher le titre de ce qu'on demande à l'utilisateur, c'est-à-dire le montant. Et je pouvais même préciser montant en CFA, comme ça. Et là, je lui dis input de type number et je lui demande d'entrer un montant en CFA. Je précise un index, un name, qui sera tout simplement l'index du super global, le tableau $post pour la récupération du contenu et un bouton qui permet de soumettre le formulaire. Jusque-là, c'est bon. Ok, maintenant, on peut partir dans la page là. Et ici, je ferai ça. Là, maintenant, il nous faut récupérer l'information. Aujourd'hui, on ne va pas vérifier l'existence des choses. Mais la semaine prochaine, Inch'Allah, on va encore rentrer dans le vif du sujet. Mais on va tout simplement récupérer. On suppose qu'il a saisi et que ça existe. Donc, comme on suppose que ça existe, on peut récupérer directement. Donc, on va dire montant, ou bien je dis MTN, il va dire MTN CFA est égal $post crochet de quoi? Crochet de quoi? De montant. Alors, pour être plus prudent, je fais CTRL-C et je viens ici, je mets CTRL-V. Et là, je récupère le montant. Et maintenant, je vais créer un MTN euro. Ok, lorsqu'on récupère le montant en CFA, d'abord, première des choses, on peut dire le montant en CFA est on fait MTN, CFA. On affiche juste le montant d'abord. Voilà, et puis on fait la conversion. Pour convertir un montant saisi en CFA, pour convertir en euros, on fait comment? On prend le montant, on multiplie par 600, hein, c'est ça. C'est 600, hein? 650. Bon, après, les choses peuvent changer. Hein. Ça peut souvent augmenter un peu et puis ça descend. Mais on suppose, par exemple, 650. Voilà, donc, ensuite, on fait écho. En euros, ça donne, bon, le message, on va dire quoi? On peut dire tout simplement la même chose. Le montant en euros est, voilà, aussi simple que cela. On va mettre ici MTN euro. Voilà, donc, regardez, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste récupéré le nombre, c'est-à-dire le montant saisi. Je l'ai d'abord, premièrement, affiché. Ensuite, je calcule en euros et puis j'affiche le montant converti en euros. Et j'affiche. Maintenant, si je viens ici, je vais accéder d'abord à mon formulaire. Le formulaire, lui, se trouve dans CFA, Euro to Form. Voici, il est là. Entrer un montant en CFA. Et là, je vais saisir un montant. Je vais saisir, supposons que vous avez 3000 francs. Vous avez 3000 francs. Si je clique convertir tout euro, et là, ce qui se passe, c'est quoi? Oui, ça m'en aille. Bon, vous êtes sûr? C'est pas ça de... Bon. Bon, on fait comment? Pour convertir un CFA, pour convertir le CFA en euros, on fait comment la conversion? On divise, non? On divise. Ah, je pense qu'on divise. En fait, non, en fait, 1 euro, on va faire, attention, on va faire la règle de 3. On va faire la règle de 3. 1 euro moins 650. Moins 650 CFA. Voilà. Non, suivez. On fait la règle de 3. Maintenant,
X euros, moi, par exemple, 3000 francs CFA. Parce que nous, on saisit un montant CFA. On connaît cette règle-là, 1 euro. On connaît cette règle-là. 1 euro vaut 650 francs CFA. Maintenant, si on a un CFA, comment convertir en euros? Règle de 3. Donc, 1 fois 3000 est égal à 350x. Donc, 350x est égal à 3000. Et donc, x moins 3000 sur 650. Donc, c'est bien la division. Voilà. Oh, les gars, celui qui va trouver, ça fait combien de zéros? Ah, 1950 euros là, on me donne ça, j'abandonne les cours. Hein. C'est 1 million. 1 million d'euros. Moi, je vais venir faire quoi ici encore? Ici, je mets 3000 converti en euros. Oh boy. Ça fait 4 euros. Ça fait tout simplement 4 euros 61. Ça veut dire que vous pouvez faire beaucoup de choses ici. Vous trouvez 3000, mais c'est juste 4 euros. Maintenant, on va essayer de saisir 10 000 francs. 10 000 francs, ça donne 15 euros 38. Bon, après, vous pouvez limiter le nombre de virgules, c'est pas un problème. Mais donc, c'est ça. On arrive bien à convertir le montant en euros. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon? Bon, ok. On va se rafraîchir un tout petit peu et après on revient. Hein? Comment? Bon, on n'est pas en Ramadan, hein? On n'est pas en Ramadan, donc on peut manger. Sinon, je te fais pas confiance. Parfait, ça marche aussi. Vas-y. C'est bon, on a histoire aussi plus. On va mettre TP0, 000. .php. TP form 00.php. Voilà, ici on va avoir un formulaire. Forme, méthode. Je vais créer un autre fichier. Au lieu de TP forme, je vais mettre TP traitement 000. Voilà. Donc j'ai les deux fichiers. Il y a le formulaire, il y a son fichier de traitement. Dans le fichier de traitement, je fais ça. Echo welcome to 00. Voilà. Ici, je mets bien mon fichier PHP TP traitement 00.php. Jusque-là, c'est bon? Donc, on connecte les deux, le formulaire et le fichier de traitement. Alors, on va mettre en place nos labels. Nombre 1, un input avec un name. Ici, on peut dire V1. Maintenant, si on sait comment créer un input, on peut copier-coller pour le deuxième input. Ça va être V2. Et ensuite, copier-coller. Et ça va être choisir on va dire type de résultat.
type de résultat. Voilà. Maintenant, vous pouvez, comme vous avez fait là, saisir ce qu'on appelle un texte. J'ai dit tout à l'heure aussi. Si vous dites saisir un texte et que là-bas, dans le code, vous dites comparer ce qui a été récupéré avec P, A, I, R, E, si l'utilisateur saisit pair avec S, ça ne serait pas forcément le même pair que tu as utilisé pour faire la comparaison. Donc, pour éviter cela, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est faire ce qu'on appelle un select option, avec les trois options qui sont disponibles. Et donc, le name, on va l'appeler type, ou bien si vous voulez, V3, mais je vais appeler type. Et ensuite, option, première option, on va mettre premier, ou bien on met pair. Pair, ça s'écrit avec E ou bien sans E? Ok, donc on met pair comme ça, à l'intérieur, ici, on met aussi pair comme value. C'est plus simple. Donc, il verra exactement juste les trois options. Il y a pair, il y a premier, il y a premier ici, et ici, il y a parfait, et il verra parfait. Et là, on peut mettre un bouton, on va dire envoyer. Jusque-là, c'est bon. Je vais d'abord vérifier. Il est où? Je l'ai appelé TPForm. TPForm, non? 00. Donc ici, vous voyez le champ là. Je peux choisir soit je veux les nombres pairs, le nombre premier ou bien les nombres parfaits. C'est bon? Ok. Comme ça, on est sûr que la valeur soit c'est pair qui s'écrit comme ça, ou bien premier qui s'écrit comme ça, ou bien parfait. Si l'utilisateur doit saisir directement, il peut saisir avec des fautes peut-être dans les caractères. Donc, comme ça, c'est mieux. Maintenant ici, depuis cette page, je dois être en mesure de récupérer les trois valeurs. Dollar, valeur, la première valeur. Je passe par le tableau super global. Pour ceux qui ne savent pas comment récupérer, regardez très bien. Lorsqu'on met $post, on met crochet et puis on met l'index. L'index, ça va être les choses que nous on a définies ici. Pour accéder à ce qui a été saisi dans le premier input, l'index, ça va être V1. C'est bon? Donc ici, je mets comme index V1 pour récupérer. Voilà le premier nombre. Pour le deuxième nombre, je mets valeur 2 et là, je mets V2 parce que j'ai mis ici comme index V2. Troisième, ça va être index type qui va me permettre de récupérer le type du résultat. Donc ici, je peux mettre type moi $_ post crochet et là, je dis type. Ça me permet de récupérer ce qui a été saisi, genre premier, parfait ou bien pair. Maintenant, il nous faut tout simplement poser une condition. If $type moi pair sans E bien sûr. On dit ce qui doit se passer si c'est pair. On est bien d'accord? On affiche des nombres qui sont pairs compris entre 1 et la valeur saisie. Vous comprenez? Ici, else, on dit ce qui doit... Non, attention. Else, if, on fait la comparaison. $type est égal à premier. Il faudrait qu'on sache exactement ce qu'on a écrit là-bas. Premier, on a écrit ici comment? Premier. Voilà. On a dit ce qui doit se passer pour les nombres premiers. Les nombres premiers. Ici, les nombres pairs. Et maintenant, le LC, comme on ne saisit pas, soit c'est pair, soit c'est premier, sinon c'est forcément parfait. Est-ce que jusque-là, vous suivez? Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est quoi? On va dire, on va faire une boucle générale.
une boucle générale. Je dis bien une boucle générale. Une boucle for $i qui va quitter quoi? La première valeur jusqu'à la deuxième valeur. Mais il est possible que la première valeur soit plus grande que la deuxième valeur. C'est vrai, non? Maintenant, si la première valeur est plus grande que la deuxième valeur, si on fait une boucle qui quitte de la première valeur jusqu'à la deuxième valeur, il n'y aurait absolument rien du tout. Du moins, si on fait plus, quoi. Si le premier est plus bon et qu'on doit aller jusqu'au plus petit et qu'on fait plus, ça va être un petit souci. Mais on va d'abord supposer que valeur 1 est plus petit. On va faire $i inférieur ou est égal à valeur 2. Et puis on va faire $i plus plus. Mais non, regardez bien, je copie ce if là. Mes if, je les copie, je les colle ici. Voilà. Donc déjà, je dois d'abord accéder à chaque valeur. La boucle principale là doit accéder à chaque valeur. Et pour chaque valeur qu'on prend, on va dire, est-ce qu'on doit vérifier si c'est pair, ou bien est-ce qu'on doit vérifier si c'est premier, ou bien est-ce qu'on doit vérifier si c'est parfait. Au lieu de faire 3 boucles, c'est-à-dire faire d'abord le if, faire une boucle ici qui parcourt. Ensuite, sortir, faire ici une boucle qui parcourt et sortir. Là, on va faire plusieurs boucles. Maintenant, pour éviter ça, on va faire ça comme ça. Si c'est des nombres pairs, normalement, là, on va tout simplement faire quoi? Écho. Attention, on va tout simplement faire une condition. On est bien d'accord? On va tout simplement faire une condition. On dit tout simplement if le nombre $i est divisible par 2, alors écho $i point, et là je mets E commercial NBSB point virgule. Je viens de gérer le cas où on a saisi le type pair. Est-ce que vous comprenez? Madame, tu es sûr? Ok. Ici, sûr. Vous comprenez? Bousseau, sûr. Je reviens. Ici, madame, lunette, sûr. Ici. Mais non. Je reviens. Tu es bien. L'histoire, c'est qu'on saisit 2 nombres et puis on saisit soit pair ou bien on saisit premier ou bien parfait. N'est-ce pas? Et donc, quel que ce soit pair ou premier ou parfait, on doit d'abord parcourir les 2 nombres. C'est-à-dire on parcourt du premier nombre au deuxième nombre. Raison pour laquelle la boucle là, quel que soit le type, on va faire une boucle qui parcourt du premier nombre au deuxième nombre. On est bien d'accord? Et dans cette boucle-là, chaque valeur de i, on doit afficher en fonction. Est-ce que ça doit être pair ou bien est-ce qu'on doit vérifier si c'est premier ou bien est-ce qu'on doit vérifier si c'est parfait? L'histoire, c'est qu'on doit afficher des valeurs comprises entre la valeur 1 et la valeur 2. Maintenant, est-ce qu'on doit vérifier si c'est des nombres pairs? Est-ce qu'on doit vérifier si c'est des nombres premiers? Ou bien est-ce qu'on doit vérifier si c'est parfait? Si le type c'est pair, ça veut dire qu'entre valeur 1 et valeur 2, nous, on va afficher que ceux qui sont pairs. C'est ce que cela veut dire. Si c'est des nombres premiers, ça veut dire qu'entre ça et ça, on va afficher que des nombres premiers. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si c'est type pair, pour chaque i, on vérifie si c'est i ou du moins si i est pair. Si on a choisi premier, ici, on doit vérifier est-ce que le i, il est premier. Si on avait choisi parfait, ici, on doit vérifier est-ce que i est parfait. Est-ce que cela veut dire? C'est bon? C'est bon, tu comprends? Ok, maintenant. On a géré maintenant le cas où le nombre est pair. Pour le cas où le nombre est premier, qu'est-ce qu'on fait? On fait un $CPT est égal à 0. Et puis on fait quoi? Un for $J, commençons par 1. C'est bon? Et puis on va faire $J
inférieur ou est égal à qui? $i, et on va faire $j, parce que c'est i le nombre, hein. Et ici, on vérifie si $i est divisible par $j, alors $cpt plus. Là, c'est bon, n'est-ce pas? On vérifie si i, il est premier. Maintenant, on sort de la boucle qui parcourt les diviseurs, on évalue si $cpt est égal à 2, alors on fait quoi? On affiche le i. On affiche le i. Voilà. Jusque-là, c'est bon. Maintenant, on va copier ce même code-là. On va venir dans Parfait. Et je vais coller ici. Et je vais changer en somme. Et je vais mettre strictement inférieur à i. Et ici, je vais faire somme plus est égal à j. On est bien d'accord? On dit somme pour les parfaits, somme à 0. On parcourt, mais pas jusqu'au toucher, jusqu'au nombre. On ne va pas aller jusqu'à toucher le nombre. Et puis, on ajoute chaque fois les diviseurs qu'on trouve, on ajoute à la somme. C'est bon? Somme reçoit somme plus j, plus le diviseur. Maintenant, ici, on sort de la boucle, on évalue si somme vaut i. Et puis, on affiche. C'est bon? Même si c'est rapide, mais c'était pas forcément quelque chose de compliqué que ça. Mais par contre, nous, on va d'abord afficher les trois informations. Écho. Avant d'afficher les trois informations, si on veut que ce programme marche à tous les coups, on va s'assurer que dans valeur 1, on a la plus petite valeur. Et dans valeur 2, sinon, la boucle là, on ne pourra pas rentrer à l'intérieur. Vous comprenez? Si je saisis dans le premier input 40 et que je saisis dans le deuxième input 5, si je dis 40 à 5 i++, ce n'est pas possible. C'est bon? Donc ici, je vais faire quoi? Je dis if $valeur 2. La valeur 2 là, normalement, ça doit être la plus grande. Maintenant, je dis, si c'est inférieur à $valeur 1, je fais juste une permutation. Je change de contenu. Je fais quoi? $tmp moi $valeur 1, $valeur 1 moi $valeur 2, et je mets $valeur 2 moi $tmp. Comme ça, je serai toujours sûr que valeur 1 aura la plus petite des deux. Et quand je fais la boucle qui parcourt de valeur 1 jusqu'à valeur 2, je sais que on va toujours parcourir du plus petit au plus grand. C'est bon, vous comprenez un peu ces logiques-là? Et c'est ça la programmation, c'est pas forcément compliqué. Alors, ici, je vais afficher V1, 2 points, $valeur 1, virgule, V2, $. C'est le prof là? Chaque fois, je prends un peu de 5 minutes. Hein? Mais c'est touché, non? C'est touché. Ok, on va tester vite fait. Je saisis ici 40 et ici je saisis 25. Je vais choisir premier. Donc tous les nombres premiers compris entre 25 et 40. Bon, il dit unify valeur. C'est normal, j'ai mis valeur quelque part sur la ligne combien? Underline. Ici, c'est valeur 2. Ici, 40, 25. Ici, premier. Et si je fais envoyer, on n'a que des nombres premiers compris entre 25 et 40. On a 29, qui est un nombre premier. On a 31. On a 37. Ce sont des nombres premiers. Maintenant, si je choisis paire,
on va avoir tous les nombres pairs compris entre 25 et 40. On a 26, 28, 30, ainsi de suite. Et maintenant, si je venais à choisir parfait, on n'aura qu'un seul normalement, le 28. Voilà. C'est bon? Sûr? Hein?